bonjour à tous et merci d'être là. Donc, comme Thierry vous l'a dit, je vais vous présenter les résultats de l'enquête qui a été menée auprès des arboriculteurs. Donc, cette enquête consistait en un formulaire qui a été créé début d'année. Et donc, le but, c'était d'avoir un formulaire qui allait être posé à tous les arboriculteurs. Donc, différentes questions étaient prévues. Donc, ce formulaire a été utilisé en Wallonie donc, par ce labo à Lucie Louvain. Et pour la Flandre, c'est le PC Freud qui s'est occupé des enquêtes, donc notamment par Amar. Et donc, au niveau du formulaire, on avait trois grands axes principaux. Donc, tout d'abord, le premier axe concernait tout ce qui était gestion plutôt de l'exploitation et des vergers. Le second axe concernait tout ce qui était production, également tout ce qui était variété présent au niveau des vergers. Et enfin, le dernier axe concerne tout ce qui est infestation. Alors, d'un point de vue répartition géographique des arboriculteurs qui ont été interrogés, donc, au final, on a 23 personnes qui ont accepté de répondre à nos enquêtes. C'est un petit peu moins que ce à quoi on s'attendait, mais avec la crise sanitaire, on a dû s'arrêter là. Sur ces 23 arboriculteurs, on en a 9 qui ont été interrogés en Wallonie et tous de la province du Hainaut. En Flandre, c'est 14 personnes qui ont répondu à l'enquête, dont 7 dans la province du Limbourg, 5 dans la province du Brabant flamand, une personne à Anvers et une personne en Flandre orientale. Alors, on va déjà passer au premier axe de l'enquête qui concerne tout ce qui est gestion. Donc voilà, une des premières questions qu'on a posées aux arboriculteurs, c'était de savoir quel type de gestion était menée au niveau de leur exploitation. Donc, globalement, différentes catégories. On a eu des arboriculteurs en lutte intégrée, des arboriculteurs en agriculture conventionnelle. Certains avaient des parcelles à la fois en bio et à la fois en conventionnel. D'autres étaient de nouveau à la fois en bio ou en conversion bio. On a eu également quelques personnes qui suivaient les lignes directrices de l'agriculture biologique, mais simplement sans avoir le label. Et enfin, l'agriculture biologique en tant que telle. Peut-être juste un petit rappel pour faire la différence entre lutte intégrée et agriculture biologique. Donc globalement, ce sont deux types de gestion qui vont avoir tendance à minimiser les risques sur la santé, sur les ressources et sur l'environnement liés aux pratiques de lutte contre les ravageurs. Mais globalement, la lutte intégrée va avoir tendance à utiliser plutôt la biologie des ravageurs pour essayer de diminuer au maximum les traitements qui vont être utilisés au niveau des différentes cultures, pour essayer de rester sous le seuil de dégâts économiques, tandis que l'agriculture biologique va utiliser des méthodes de gestion qui vont exclure les produits chimiques de synthèse et essayer de limiter au maximum les intrants. Donc voilà les données enfin liées à ce graphique. Donc pour tous les graphiques qui vont suivre en général, quand ça a de l'intérêt, vous allez avoir toujours soit en haut de la dia, soit sur les côtés, un petit encadré qui va vous dire sur combien d'exploitations sont les données, parce qu'on n'a pas nécessairement toujours l'information pour les 23 personnes en fait. Donc comme ça, vous avez un peu une idée du total de personnes qui ont répondu pour chaque graphique. Et donc ici, on voit déjà une première petite différence entre les deux régions, étant donné qu'en Flandre, on va voir principalement une bonne majorité des personnes qui vont être en lutte intégrée. Et on a également 3 personnes en agriculture biologique et une qui est en bio et conversion bio. Pour la Wallonie, on va plutôt être dispersé dans toutes les catégories que je vous ai présentées juste avant. Alors ce graphique-ci représente les labels et les réseaux auxquels les agriculteurs sont rattachés. Donc de nouveau, une belle différence entre les deux régions, étant donné qu'on n'a vraiment aucun recoupement de labels et de réseaux pour les deux régions. Donc pour la Flandre, on peut voir que c'est quand même principalement Global Gap et Sector GITS, ainsi que Biogarantie, qui sont le plus représentés. Et au niveau de la Wallonie, pas vraiment de labels ou de réseaux qui ressortent, à part le GAWI. Alors au niveau du type d'activités agricoles qui sont menées dans chaque exploitation, on a quand même une bonne partie qui va être uniquement en pommiers et poiriers. On a une exploitation qui fait que des pommiers. 2 qui vont avoir production de cerises en plus des pommes et des poires. Et enfin, pour 5 exploitations, on n'a pas vraiment l'information du fruit qui est produit, mais c'est de nouveau uniquement en verger. Ce qui fait qu'au final, on a quand même 3/4 des arboriculteurs interrogés qui font uniquement de la production de fruits. Et enfin, on en a 2 qui ont, en plus des vergers, de la culture, 2 qui vont faire de la culture et de la prairie. Et on a également un exploitant qui possède des serres de tomates. Alors au niveau de la superficie de l'exploitation, donc là c'est vraiment l'exploitation en général, donc c'est donné en termes d'hectares.
séparées en différentes tranches de taille. Donc on peut voir que globalement, c'est principalement surtout des petites tailles d'exploitation, donc en dessous de 15 hectares, avec quand même 3 exploitations qui sont entre 80 et 100 hectares. Et alors, même information, mais cette fois-ci liée uniquement à la superficie des vergers, séparée en fonction des vergers pommes et poires. Donc de nouveau, on a quand même des petites superficies. Donc au niveau des pommes, on est principalement en dessous de 13 hectares. Pour les poires, c'est même, les parcelles ont même tendance à être un peu plus petites, donc en dessous de 6 hectares. Alors, excepté pour juste, on a un petit pic au niveau de 15-20 hectares avec 4 exploitants. Donc, en ce qui concerne les structures qui peuvent avoir un effet bénéfique sur les ennemis naturels dans les vergers, point de vue bande fleurie, donc on peut voir quand même, on a 80% d'exploitants qui n'en possèdent pas. Et sur les 20 restants, c'est soit encore en aménagement, soit sur une partie des vergers. Mais voilà, c'est déjà assez intéressant comme information. Alors au niveau des haies, on va avoir une tendance qui est inversée, puisqu'on a quand même 65% des exploitants qui ont présence de haies dans leur verger. Et si on regarde au niveau de la composition des haies, on peut voir que c'est quand même assez diversifié, avec principalement le hêtre, le sureau, le cornouiller, l'aulne et l'aubépine qui ressortent. Mais on a aussi également pas mal d'autres espèces. Et alors la composition des haies peut avoir un intérêt au niveau de la lutte justement contre les ravageurs en verger, parce que par exemple pour le sureau, c'est une espèce qui est connue en fait dans la littérature pour pouvoir servir de plante réservoir. Donc on va avoir une espèce de puceron qui va se développer dessus, donc Aphis sambuci, sur lequel un cortège assez intéressant de cirfes vont venir se développer, qui pourront éventuellement après se déplacer dans les vergers et alors avoir un impact sur Disaphis plantaginea. Donc voilà, on arrive déjà au second axe de l'enquête, qui va concerner plus tout ce qui est production. Donc on peut directement commencer avec l'information sur la production qui est donnée en termes de tonnes par hectare. Donc, de nouveau séparée en différentes tranches. Donc on peut voir qu'on a deux extrêmes. Donc on a un exploitant qui se trouve en dessous de 5 tonnes par hectare et deux exploitants qui ont au-dessus de 50 tonnes par hectare. Sinon, globalement, pour le reste, c'est entre 15-20 et 40-45 tonnes par hectare. Et si on regarde la même information, mais cette fois-ci liée au type de gestion, donc le tout premier graphe que je vous ai présenté, on peut voir que c'est assez intéressant puisque les deux tranches de production les plus élevées sont des exploitants qui se trouvent en lutte intégrée. Même en lien avec les deux exploitations qu'on a en conventionnel qui se retrouvent plus dans les tranches les plus basses avec tout ce qui concerne les exploitations en bio ou en conversion bio. Alors ici, on va passer à tout ce qui concerne plutôt les variétés. Donc ce graphique-ci représente le nombre de variétés de pommes par exploitation. Donc de la couleur la plus claire vers la couleur la plus foncée, on augmente le nombre de variétés présentes. Donc globalement, entre 1 et 11 variétés, on a à peu près tous les chiffres qui sont représentés. Et puis on passe de 11 variétés à 21, qui est un peu l'exception ici. Et on peut également voir qu'une bonne moitié en fait, des exploitants ont 5 ou en dessous de 5 variétés en général. Et alors en ce qui concerne les données de variétés de poires, ici on va avoir tendance à avoir un peu moins de variétés puisque c'est classiquement entre 1 et 6 variétés, avec de nouveau une exception à 30 variétés. C'est en fait la même exploitation qui possède 30 variétés de poires et 21 variétés de pommes. Et alors ici, on a une bonne majorité qui a 2 voire moins variétés en général. Donc c'est déjà une première petite différence entre les vergers pommes et les vergers poires, étant donné qu'on a tendance à avoir moins de variétés de poires que de pommes au niveau des vergers. Mais donc voilà les différentes sortes de variétés de pommes qui ont été trouvées dans ces vergers. Donc principalement Jonah Gold qui ressort, ainsi que Boskop, Elstar et Renette. Il faut savoir ici, pour faciliter un peu le graphique, on a différentes variétés de Jonah Gold et de Renette qui ont été regroupées. Donc voilà. Et alors même info, mais cette fois-ci pour les variétés de poires. Donc là on en a d'office beaucoup plus puisque ça va jusqu'à 30. Toutes celles qui sont à 1 appartiennent donc à la même exploitation. Et sinon, globalement ici, c'est principalement Conférence qui ressort, avec également, mais en moindre quantité, Doyenné, Beurré et du Rondeau. Pour les porte-greffes, on peut voir qu'en pommier, c'est principalement le porte-greffe M9, tandis que pour les porte-greffes de poirier, c'est un petit peu plus diversifié, même si au final, c'est principalement le porte-greffe Adams qui ressort, soit seul, soit en association avec d'autres porte-greffes. Alors ici, de nouveau, un graphe intéressant parce qu'on voit de nouveau une différence entre les vergers pommes et les vergers poires, donc qui concerne l'âge maximum des arbres.
on peut voir qu'en verger pomme, l'âge maximal a tendance à être plutôt aux alentours de 15-21 en moyenne. Et en fait, ça ressort fort au niveau des enquêtes que les pieds de pommier ont tendance à être renouvelés beaucoup plus rapidement que les pieds de poirier. Et donc ça se voit sur ce graphique-là parce que les données poiriers sont beaucoup plus décalées vers les tranches d'âge plus élevées, avec une moyenne plutôt aux alentours de 35-40 et 50-58. Et en ce qui concerne le port des arbres, on est principalement en basse-tige. Et pour les 5 exploitants qui sont un peu plus diversifiés, c'est basse et demi-tige ou basse, demi et haute tige. Et donc ça nous amène à notre dernier grand axe au niveau de l'enquête, qui concerne tout ce qui est infestation. Alors pour commencer par quelque chose d'un petit peu plus joyeux, on a également posé la question aux arboriculteurs de savoir s'ils prenaient en compte les ennemis naturels au moment de leur traitement phytosanitaire. Donc globalement c'est le cas, et ce qui est quand même une bonne chose. Et alors on a également eu l'information, encore une fois ici c'est pas sur toutes les exploitations, c'est uniquement pour 15 exploitations, mais on a également eu l'information des espèces qui sont observées. Et c'est assez intéressant de voir qu'au final, ce sont surtout les acariens prédateurs, les parasitoïdes, les perce-oreilles et les punaises prédatrices qui sont le plus observés, et en moindre quantité les coccinelles, cirphes et chrysopes. Encore une fois, ce n'est pas vraiment exhaustif, mais c'est déjà un premier aperçu. Et donc ici, voilà, il nous reste 2 gros graphes à présenter. Un petit peu compliqué, donc je vais essayer de vous l'expliquer avant de donner vraiment les informations. Donc on a le premier graphe du haut qui représente les données en Wallonie, le graphe du bas qui va être les données en Flandre. Les chiffres que vous trouvez à côté des barres représentent le pourcentage de présence par rapport à tous les vergers concernés. Donc ici, dans le cas de l'impact des ravageurs dans les vergers de pommes, on va avoir 9 vergers en Wallonie, 14 en Flandre. Les nombres qui se trouvent dans les barres, cette fois-ci, ça représente le nombre de vergers qui possèdent ce ravageur. Et ça va être séparé en fait en fonction de l'impact du ravageur sur la production, donc qui va être lié à l'échelle d'impact qui se trouve sur le bas des graphiques. Donc principalement, ça va d'insignifiant à fort. Et alors tout ce qui est en gris représente l'information pour laquelle on a l'information de présence dans le verger, mais pas spécialement l'information de l'impact sur la production. Et donc voilà, on va pouvoir commencer à regarder un petit peu à ça. Donc on peut commencer par le Carpocaps. Ici, on peut voir qu'il est présent à 100% dans les 2 régions, avec un impact qui va de faible à fort, ça va dépendre un peu des exploitations. Alors au niveau du puceron cendré, première petite différence entre les 2 régions, puisqu'il est présent à 100% en Flandre, mais il n'est présent qu'un petit peu plus que la moitié en Wallonie. Par contre, son impact sur la production est clairement assez fort. Alors au niveau du puceron lanigeaire et du puceron vert, ils sont assez fort présents en Flandre. Le puceron lanigeaire est fort présent en Wallonie aussi, mais un petit peu moins pour le puceron vert. Puceron vert qui a tendance à avoir un impact sur la production assez faible. Et de nouveau une différence pour le puceron lanigeaire, étant donné qu'il va avoir un impact plutôt fort en Flandre et impact plutôt faible en Wallonie. Et enfin, le dernier ravageur qui a un impact, une présence assez importante dans les vergers, ce sont les acariens. Donc ils sont assez présents en Flandre, un petit peu moins en Wallonie, avec un impact qui a tendance à être faible à moyen. Et enfin, pour terminer, présent dans beaucoup moins de vergers, mais présent quand même, Hoplocampe, Autonome, Noctuel et Punaise, avec en général un impact aussi assez faible. Et donc voilà, ici même graphique, mais cette fois-ci sur l'impact des ravageurs dans les vergers de poires. De nouveau, on peut commencer avec le Carpocaps, de nouveau quasi présent à 100% dans les 2 régions. Et ici, l'impact a tendance à être un peu plus faible qu'en verger de pommes, ce qui est déjà une bonne chose, même si en Wallonie, l'impact va quand même de faible à moyen, contrairement à la Flandre. Alors au niveau du psylle du poirier, de nouveau très fort présent également dans les 2 régions, avec un impact qui est quand même assez fort, même si pour la Wallonie, on manque un peu de données pour ça. Et alors ici, c'est vraiment la grosse différence en fait en verger de poire entre les 2 régions. Donc c'est en ce qui concerne l'Autonome et la cécidomie, donc qui sont assez fort présents en Flandre avec un impact plutôt faible, et alors vraiment très peu présents en Wallonie avec une seule exploitation en fait qui les ont repérés, mais impact également faible. Ensuite, point de vue des punaises, elles ont été repérées dans quelques exploitations. Et en fait, ça ressort aussi au niveau des enquêtes.
surtout en Flandre, que pour l'instant, elles commencent tout doucement à émerger. Donc, ce sont des punaises ravageuses de culture. Et pour l'instant, l'impact est assez faible au niveau de la production, mais beaucoup d'arboriculteurs commencent à s'inquiéter un peu et pensent qu'à l'avenir, ça pourrait être un ravageur qui serait à surveiller, surtout au niveau de l'impact que ça pourra avoir dans les années futures. Et ensuite, également présence du bupreste et de l'acarien dans les deux régions. En Wallonie, on a également vu quelques espèces de pucerons et en Flandre, l'Oplocampe. Et donc pour conclure, pas mal de résultats assez intéressants. On a pu voir quelques différences entre les deux régions, notamment au niveau des labels et des circuits commerciaux, mais également au niveau des ravageurs. Et justement, au niveau des ravageurs, ce qui est ressorti de cette enquête, c'est que le puceron cendré et le psylle du poirier restent une préoccupation majeure au niveau des vergers, de par leur forte présence et de leur impact important sur la production. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça reste intéressant de faire des recherches dessus et d'essayer de trouver des techniques de lutte pour diminuer leur présence en verger. Donc voilà, merci beaucoup de votre attention.